Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. Aujourd'hui, on parle du sujet investir en couple. Juste avant, jingle. J'espère que vous êtes en pleine forme, nous on est très contents de vous retrouver. Sur les actualités de cette semaine, on est toujours dans notre chantier dont on vous parlait la dernière fois qui est pas terminé. On a des problèmes de fuite d'eau de l'appartement du dessus qu'on n'arrive pas à régler parce que visiblement ça coule dans le local commercial, mais ça vient de la copropriété d'à côté et on est en train de se battre entre l'agence qui gère un immeuble, l'agence qui gère l'autre immeuble. Enfin c'est assez compliqué parce qu'en plus à chaque fois ces appartements sont occupés, il faut trouver la personne qui y est et accepter qu'elle laisse entrer un plombier pour venir réparer la fuite, et bref ça retarde pas mal notre chantier. Ça fait déjà un mois qu'on y est, mais bon on se dit que logiquement semaine prochaine c'est réglé et à partir de là les travaux seront finis, on pourra enfin mettre le local commercial en location et on sera très content parce qu'on aura été au bout de cette opération qui aura commencé en décembre 2022. Ouais, c'est super long. Donc c'est quand on vous disait qu'une opération immobilière ça prend quand même du temps, c'est que là on a mis quasiment 6 mois à être propriétaire. On avait visité en décembre 2021, on avait signé le compromis en mars, on a signé l'acte final en juillet et là on est dans les travaux, on pense qu'on aura fini avant la fin du mois, mais vous voyez il y a vraiment une opération, ça met pas mal de temps, faut rester vraiment motivé du début à la fin et puis c'est affronter les problèmes, quoi qu'il arrive. Quand vous êtes investisseur, votre plus-value elle est là, elle est dans affronter les problèmes et les régler. Surtout que même nous, qui maintenant avons quand même pas mal de biens, ce qui nous a posé le plus problème au final, je dirais même pas que c'est les travaux, c'est le prêt qui a vraiment duré 1000 ans. Je vous donnerai, il y aura un épisode, alors pas dédié à ce prêt-là, mais où on parlera de mon métier de banquier parce qu'on a fait le prêt dans la banque où je travaille. Je vous raconterai un peu ce qui s'est passé, mais bon, ça sera l'objet d'un autre épisode. Juste avant d'attaquer ce podcast, on va, comme au début de chaque épisode, vous parler de la boom anecdote du jour. On a voulu vous parler d'un sujet d'actualité sur les prix de l'immobilier. Alors là, vous commencez à voir des vidéos YouTube, les prix de l'immobilier vont s'effondrer, des articles de presse en tout genre. Moi, je suis déprimée parce que, effectivement, vous allez voir ce que va vous dire Julien, ça baisse, sauf dans notre région, c'est terrible. Oui, et puis en plus, faut relativiser la baisse parce que les catastrophistes vous disent que on va se prendre moins 50% de baisse du marché immobilier. Alors oui, calmons-nous. Hein. Ouais, calmons-nous parce que dans certains pays les marchés soient très baissiers. On avait notamment l'immobilier commercial aux États-Unis qui est déjà en baisse depuis peut-être pas un an, mais depuis au moins 9 mois. Le marché français, il est très résilient. On a une pénurie de logements dans tous les sens, que ce soit à la location, à l'achat. Donc quoi qu'il arrive, ça va pas s'effondrer parce qu'il y aura toujours de la demande. La seule réalité, c'est qu'avec une augmentation aussi forte des taux d'intérêt et notamment les contraintes au niveau des taux d'endettement qui ont fait exploser les refus, c'est-à-dire qu'on est passé, enfin moi je le vois dans la banque où je travaille, on est passé de 9 prêts acceptés sur 10 à 50% de refus quand même. Donc bon, c'est pas négligeable. On a quand même énormément resserré les conditions d'accès au crédit, notamment pour les primo-accédants. Et naturellement, ça vient faire baisser un peu les prix parce que ce qui vient souvent contrarier le prêt, c'est que le montant demandé est trop élevé en proportion de la mensualité et des revenus de la personne. Et forcément, mécaniquement, ça va compliquer un petit peu les ventes, où les vendeurs vont être obligés tout simplement de baisser un petit peu leur prix pour permettre à l'acquéreur de récupérer un peu de la marge de financement et de pouvoir tout simplement acheter son bien. Et pourquoi on voulait en parler sur la boom anecdote d'aujourd'hui, déjà c'était pour vous dire que oui certes ça baisse, mais bon pour l'instant on est quand même sur des chiffres. Alors il faut quand même savoir sur les chiffres dans l'immobilier, s'il y a toujours un décalage assez important, parce que comme on vous le disait en intro, une acquisition immobilière ça met vraiment du temps. Donc comme on vous dit qu'aujourd'hui au mois de juillet les prix ont peut-être baissé de 3 ou 4%, ça a baissé il y a 3 ou 4% il y a 6 mois, donc on verra dans 6 mois à quel instant exactement les prix se négocient. Ça pour l'instant on n'a pas le savoir, on n'a pas le recul là-dessus. Et pour l'instant ça ne baisse pas énormément. On est d'après les estimations sur des baisses entre 3 et 4%, mais il y a encore des régions où les prix continuent de monter et c'est notamment le cas de où on habite. Donc c'est pour ça que Marie était un peu déçue tout à l'heure parce qu'on a le projet d'acheter à terme une maison et ça nous fait un peu rebondir sur une anecdote. Tu veux l'expliquer? Vas-y, parle-en. Non, mais tout simplement, en fait, on regarde parce que pour notre projet de maison, on se dit qu'on partirait quand même bien sur un bien à rénover. Du coup, je regarde un petit peu les chais agricoles, les granges, etc. Et ben voilà, une grange où il n'y a rien. Pas de fenêtre, pas d'eau, pas d'électricité. Super bon plan à rénover, 250 000. J'étais là...
Oui, c'est-à-dire qu'on vit quand même dans une région où tout est fait pour que le foncier, donc que ce soit les terrains ou les vieilles maisons, tout est fait pour organiser une telle rareté sur le marché que vous avez quand même des gens qui vous proposent d'acheter une grange à 250 000 euros, quoi. Alors que tout a un prix, surtout dans l'immobilier, on est les premiers à accepter, mais je veux dire, à un moment donné, tout simplement, quand on peut pas vivre dans la grange parce qu'il y a pas de fenêtre, pas d'électricité, pas d'eau, je vois pas à quel moment ça vaut 250 000, quoi. Surtout que c'est le genre de bien où il faut minimum rajouter entre 1500, au moins 1500 euros du mètre carré pour tout rénover, peut-être même parfois plus quand vous devez refaire les murs, la toiture, vous devez faire des agrandissements, enfin ça va vous coûter un fric de dingue. On est direct une maison à 500 000 balles, alors que, enfin c'est ce que nous paraît une maison un peu, pas minimaliste, mais une maison plutôt classique, c'est-à-dire on va être sur une maison de 100 mètres carrés avec une piscine et un petit jardin, quoi. Je veux dire, on n'est pas sur un palace ou sur une villa gigantesque. Pas encore, malheureusement. Donc voilà, c'était un peu la boom anecdote du jour pour vous dire que les prix baissent, mais pas partout. Donc c'est le cas notamment de tout l'arc méditerranéen, donc de Perpignan jusqu'à Nice, où les prix continuent de monter. Et en tout cas, même si à certains endroits on commence à avoir des prix des baisses de prix sur le marché, pour l'instant on est loin de l'effondrement que nous promettent certains youtubeurs ou journalistes qui font des titres très accrocheurs avec l'effondrement du marché. C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, peut-être que le marché il se corrige un petit peu parce que y a beaucoup de gens qui n'ont pas leur prêt, du coup naturellement le prix de l'immobilier baisse vu qu'il faut que ça rentre dans le budget de monsieur et madame tout le monde. C'est ça exactement, il faut qu'à un moment donné il y ait à nouveau un alignement entre le budget des ménages qui pour l'instant baisse justement à cause de l'inflation, sur le fait que les autres dépenses courantes et autres dépenses fixes ne font qu'augmenter. À un moment donné il faut bien qu'il y ait au moins soit une stagnation, soit une légère baisse sur les prix de l'immobilier, sinon tout simplement le système ne peut plus fonctionner. Aujourd'hui, donc, le thème du podcast, c'est investir en couple. On nous l'a demandé et on s'est dit que c'était intéressant d'en parler parce que c'est vrai que nous, on investit ensemble depuis le début. Moi, j'avais commencé à investir un tout petit peu avant de te rencontrer. D'ailleurs, je crois que je te l'ai dit au deuxième ou troisième rendez-vous, je sais plus quand on a parlé. On a parlé assez rapidement, mais c'est vrai que j'étais au tout début. J'avais juste acheté un appartement en société à cette époque-là et j'avais fait quelques investissements en bourse qui s'étaient plutôt mal passés et dans des investissements en crypto-monnaie qui s'étaient mieux passés mais qui à l'époque où on s'est rencontrés étaient totalement dans le rouge. C'est vrai que du coup quand on s'est mis ensemble, donc pour recontextualiser, on s'est mis ensemble en Master 1, tout début du Master 1. Donc on était tous les deux étudiants et toi du coup t'avais déjà acheté en société avec quelqu'un de ta famille. Oui, tout à fait. Et vas-y, raconte un petit peu comment est-ce qu'on a fait au début. C'est vrai qu'au début, c'était surtout le commencement, c'est-à-dire que quand vous passez d'un statut où vous étiez célibataire, vous commenciez à envisager vos premiers investissements, à vous tracer un petit peu une stratégie, forcément quand vous rencontrez quelqu'un, faut d'abord lui expliquer, c'est là où on en parlait tout à l'heure, que la communication c'est hyper important, et qu'il faut d'abord expliquer votre projet, pourquoi vous le faites, donc c'est marrant parce que ça, je pense que on avait un petit peu échangé tous les deux, et ce que je t'avais expliqué à l'époque, je pense que c'était un petit peu ce qu'on avait retrouvé dans le thème initial du premier épisode du podcast, même si c'était forcément on va dire une pensée moins aboutie à l'époque. Je me rappelle une des conversations qu'on avait eues, tu m'avais recommandé de lire Père riche, Père pauvre. Oui. Et franchement ça m'avait marqué. Il est connu comme livre de développement perso et sur le sujet de la liberté financière d'une manière générale, mais c'était quand même une bonne manière de me faire comprendre là où tu voulais qu'on aille. Et je pense que c'est important de communiquer avec votre conjoint là-dessus. C'est vrai, et puis là tu donnes un premier conseil, c'est que si jamais justement vous êtes célibataire, que vous avez peut-être déjà enclenché une stratégie, que vous rencontrez quelqu'un et que vous vous demandez comment lui expliquer de manière le plus simple possible, parce que peut-être que vous avez déjà essayé d'aborder le sujet et que ça a peut-être pas payé immédiatement ou que la personne ne vous a pas tout de suite compris, parce qu'il faut bien comprendre qu'effectivement qu'on fait cette démarche de se lancer dans l'investissement, de vouloir peut-être à terme quitter un petit peu le train-train quotidien de 99% des gens, c'est parfois difficile à comprendre pour la personne qui commence à vivre avec vous, qui est complètement là-dedans et qui n'a peut-être jamais pensé qu'il y avait une autre manière de vivre sa vie. Et il y a un bon conseil à donner, c'est pourquoi pas proposer à la personne de lire un livre. Si elle commence peut-être à comprendre un petit peu, mais que tout lui paraît pas tout à fait clair et que vous vous sentez pas le mieux armé, ou alors vous pouvez lui recommander ce podcast aussi, peut-être que ça marchera. Non, mais en vrai, le livre Père riche, Père pauvre, vraiment, je le recommande. Moi, personnellement, il m'avait pas spécialement donné une claque parce que, en fait, j'avais déjà compris beaucoup de choses qu'il y avait dans ce livre quelques mois avant, en lisant des articles, en regardant des vidéos. Mais quand je l'ai lu, je me suis dit,
waouh, ce que j'avais un peu de mal à verbaliser, c'est écrit de manière très lisible et très claire dans ce livre. Donc c'est vrai que le recommander, le faire lire aux gens et notamment à votre partenaire de vie, ça peut être un très bon moyen de lui faire comprendre. Du coup, toi, t'avais déjà, on l'a dit, t'avais déjà une SCI avec quelqu'un de ta famille. Ça s'est passé comment les 2 premières années où on était ensemble ? Enfin, moi je sais, je pose la question. Dans les 2 premières années, forcément, vous commencez un petit peu à expliquer à la personne avec qui vous vivez comment ça marche. Donc, vous commencez à lui dire comment vous avez fait, pourquoi vous avez acheté cet appartement, comment vous avez étudié le marché. Enfin, vous commencez petit à petit à lui faire une découverte sur votre stratégie d'investissement immobilière, parce que dans ce cas-là, c'était de l'immobilier, mais j'avais aussi, on avait parlé bourse, on avait parlé crypto, on avait parlé de différentes stratégies. Pourquoi l'immobilier ? Parce qu'il y a de l'effet de levier. Pourquoi la crypto-monnaie ? Parce que c'est toujours une très belle opportunité pour notre génération, en tout cas pour l'instant, on verra dans quelques années ce qu'il en est. Et petit à petit, il faut expliquer la manière dont on réfléchit, il faut donner en fait des connaissances, vraiment c'est ça, c'est ce qui a de la valeur, c'est les connaissances à apporter pour que la personne puisse comprendre et petit à petit vous accompagner. C'est-à-dire qu'au début vous gérez le locataire, donc comment savoir comment on gère un locataire, qu'est-ce qui peut se passer, des fois il paye pas toujours à l'heure, il faut le relancer, et puis surtout on se relance dans la recherche de l'investissement suivant. Oui, mais ce que je me rappelle surtout, déjà on était étudiants, donc à nous deux ça aurait été compliqué. Moi j'avais pas un pesos, étudiante, je vous le dis, j'avais pas beaucoup d'épargne de côté. J'aurais jamais été capable de faire ce que Julien a fait avec le membre de sa famille. Mais du coup, moi ce que je faisais, c'est que je l'accompagnais à tous ses rendez-vous pour l'immobilier. Je faisais des fois les visites avec toi, j'ai fait les travaux avec toi. Oui. J'ai fait les états des lieux d'entrée, de sortie, choisir les meubles, j'ai fait beaucoup de choses comme ça pour être sûre que moi aussi je voulais me lancer là-dedans. C'est vrai que tu m'as beaucoup aidé au début parce que effectivement j'ai investi ça à cette époque avec un membre de ma famille. Après c'était simplement parce que on avait trouvé un deal, cette personne avait des revenus fixes, moi j'en avais pas parce que j'étais étudiant, mais je m'occupais de la recherche du bien, de la recherche des locataires, on a fait les travaux, on a choisi les meubles, donc voilà, c'était le deal qu'on avait trouvé à l'époque. Et c'est vrai que du coup tu m'as accompagné dans toutes ces étapes, t'as petit à petit appris, tu m'as aussi donné un gros coup de main parce que typiquement à l'époque on faisait les travaux nous-mêmes. Alors je regrette pas de les avoir faits, mais si j'ai un conseil à vous donner, sauf si vous aimez ça, faites pas les travaux, c'est beaucoup de perte de temps, même si ça vous coûte plus d'argent dans votre projet, à moins vraiment que vous ayez le temps et que vous sachiez faire ça de manière bien efficace, déléguez-le, vaut mieux payer un artisan, ça vous économiserez de l'énergie et ce que vous aurez économisé, vous, en énergie et en temps, vous le réinvestirez dans un autre projet qui vous générera plus de cash flow que ce que vous aurez eu en faisant les travaux vous-même. D'ailleurs moi je l'ai vu avec des investisseurs qui faisaient les travaux eux-mêmes, alors des fois c'est bien, ils ont fait des super parcs immobiliers pour pas grand chose, mais en fait ils ont mis 10 ans parce que un immeuble quand tu rénoves toi-même et que tu fais tout de A à Z, en fait si tu travailles en plus à côté tu vas mettre 3 ans quoi. Donc c'est bien, t'as pas payé très cher tes travaux, mais par contre t'as mis 3 ans pour le rénover, alors que t'aurais payé une entreprise en 3 ou 4 mois c'était réglé et tu commençais à toucher tes loyers tout de suite quoi. Et du coup c'est vrai que tu nous donnais un coup de main là-dessus. La compta aussi La compta, la spécialité de Marie c'est la compta, je pense qu'on l'avait un peu compris, et c'est vrai que là tout de suite je me suis dit on a une société, faudrait faire la comptabilité, est-ce que tu voudrais pas t'en occuper? Et c'est vrai que ça typiquement ça nous a donné un bon coup de main. On a fait un peu d'économie aussi parce que c'est vrai que la comptabilité ça a un certain prix, surtout au début, parce que quand vous avez beaucoup de biens, beaucoup de cash flow, ça se noie un petit peu dans vos rentrées, vos dépenses, mais au tout début quand vous lancez dans l'investissement et que chaque euro compte parce que vous n'avez pas encore généré beaucoup de cash flow et de cash positif sur vos opérations, économiser 1000 balles par an de frais de comptabilité, ça peut faire une différence. C'est vrai que je me rappelle que quand même au début quand tu as commencé, du coup que je t'ai suivi, on était quand même très très économe sur les dépenses. Il fallait minimiser le plus possible les coûts, que ce soit les travaux, etc. Est-ce qu'on le referait comme ça? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on a été plutôt économe. Et du coup, pour rebondir, c'est que du coup, quand j'ai commencé à participer un petit peu à ce que Julien faisait avec le membre de sa famille, en fait, je me suis rendu compte qu'il s'enrichissait, tout simplement, en fait. Que tu... ça commençait à générer un cash positif. Et alors, en plus, je faisais la comptabilité, du coup, je voyais très bien ce qui restait à la fin en résultat. Et l'amortissement, etc., je m'en rendais bien compte. Autre bon conseil, justement, si votre partenaire de vie n'a pas encore tout compris, faites-lui faire la compta, comme ça elle verra les chiffres et ça la persuadera. En plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai déjà remarqué, moi en tout cas dans mon boulot, dans les couples, c'est souvent madame qui s'occupe des chiffres et de la compta. Souvent monsieur c'est l'opérationnel et madame la compta.
Il y a des prédispositions. C'est ça, on va dire ça. Et du coup, moi, c'est comme ça que ça m'a donné envie d'investir. Mais du coup, comme ce qu'on disait dans les premiers épisodes du podcast, c'est que moi, j'étais étudiante, j'avais pas un pesos. Et du coup, en attendant de pouvoir investir, j'ai dû mettre beaucoup d'argent de côté pour qu'on puisse faire notre premier investissement. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas hésité longtemps à se dire qu'on allait réaliser des investissements ensemble. Ça, je pense que c'est la deuxième étape. Il y avait la première étape, vous avez votre partenaire de vie, il faut lui expliquer ce que vous faites et qu'elle soit en accord avec ça. C'est-à-dire qu'au début, si elle veut pas y participer, à minima, qu'elle vous permette de le faire de manière sereine et qu'entre guillemets, elle vous tire pas dans les pieds. Alors normalement, si c'est votre partenaire de vie, la personne va jamais vous tirer dans les pieds directement, mais elle va le faire indirectement en ne comprenant pas et en jugeant de manière négative ce que vous allez faire et surtout le temps que vous allez y consacrer que vous pourrez pas mettre dans d'autres projets. Et c'est vrai que nous, on a eu la chance que du coup, on était assez alignés là-dessus. On s'est tout de suite dit qu'on investirait ensemble dès qu'on le pourrait. Et en fait, on attendait le Saint Graal du CDI et de terminer enfin nos études parce que là, du coup, on s'est rencontrés, on était en Master 1, donc on est vite arrivé en Master 2. En Master 2, on était sûr qu'on commençait déjà à regarder pour investir ensemble. Et il nous manquait juste le CDI. On était tous les deux en alternance. Mais bon, 2 alternants à 1000 balles par mois chacun, c'est pas suffisant pour investir. Même à l'époque, avec des conditions d'emprunt plus simples. Du coup, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que moi, du coup, pendant 2 ans, j'ai dû mettre de l'argent de côté parce que je pouvais pas investir avec Julien sans avoir un petit matelas de secours. Par contre, toi, étudiante, t'as fait ton premier, t'as fait un bien en plus de ta société où t'as emprunté, pardon, je me perds. T'as acheté un bien en étant étudiant sur ta fin d'alternance. Oui, alors ça a été un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que j'avais été encouragé par des témoignages d'alternants qui avaient réussi de faire des investissements locatifs. Donc je me suis dit s'il y en a d'autres qui l'ont fait, il n'y aurait pas de raison que je le fasse. Bon, forcément la partie, on va dire, crédit a été plus compliquée que prévu parce que je me suis dit ça va passer, ça devrait passer crème, etc. J'avais déjà un peu d'épargne de côté, j'étais dans la même banque depuis des années, je me suis dit il n'y a pas de raison que si je décide d'investir, donc cette fois pas en société avec le membre de ma famille, mais vraiment mon seul nom propre en tant qu'alternance, si mon projet est bien ficelé, que le dossier bancaire est carré, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Et en fait, ça a été vachement compliqué, le projet a vraiment pris du temps. 9 mois, je crois. Ouais, c'est ça, c'était 9 mois entre le moment où j'ai visité, donc en plus c'était tombé en mars 2020, donc juste avant les premiers confinements, et donc on avait signé le compromis uniquement au mois de juin 2020. Oui, c'est ça, ouais. Et j'ai été propriétaire dans les premiers jours de janvier 2021 en ayant eu un crédit. J'ai été titularisé en CDI en octobre et je devais avoir du coup dans la banque où je travaillais, j'aurais demandé d'avoir le prêt malgré que j'étais en période d'essai, ils ont accepté, donc j'ai pu faire mon prêt en octobre-novembre, pardon, et on a signé en janvier. Donc si c'est à refaire, patientez la fin de votre alternance, commencez pas à dépenser trop d'énergie pour essayer d'emprunter en tant qu'alternant. Je pense qu'en plus aujourd'hui avec le resserrement des conditions, c'est quasi impossible. Et attendez juste 6 mois, soyez en CDI, à la limite commencez à trouver peut-être une opération. Il y a des moyens de gagner du temps avec un vendeur, déjà s'il est pas pressé, ou alors vous faites traîner un peu les choses. Honnêtement, ça peut mettre des mois avant que vous signiez le compromis. Quand vous signez le compromis, vous demandez le maximum, vous demandez 6 ou 8 mois pour donner l'accord de prêt. Vous trouvez encore une fois, on dit toujours raconter une histoire, si ça paraît cohérent, il y a peu de chances que votre interlocuteur vous le refuse. Et voilà, ça c'était la partie financement de cet épisode. Donc ça c'est le premier c'était le premier investissement que j'avais fait seul en nom propre, ouais. Et on l'avait pas fait ensemble parce que toi t'étais encore en alternance et qu'on s'est dit que 2 alternances c'était pas une bonne idée. Du coup, au cours des 2 ans où je t'ai un peu assisté sur les investissements que tu faisais avec ton autre SCI, du coup, ce qui est bien, c'est que la répartition des tâches, elle s'est quand même bien dessinée. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, j'ai fait la comptabilité, je participais aux travaux, etc. Mais au moins, ça nous permettait de voir que déjà moi ça me plaisait aussi, et Julien était sûr de lui, mais moi je voulais être sûre quand même que ça me plaisait ce qu'on était en train de faire et que je comprenais le sens surtout de ce qu'on était en train de faire. Quand je suis passée en CDI j'ai vite compris quand même. Mais du coup c'est bien parce que la répartition de nos tâches c'est quand même bien dessinée. Aujourd'hui on fait quasiment les mêmes tâches que ce qu'on faisait à l'époque. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que nous notre répartition, on va dire, c'est un peu comme je vous disais le truc classique dans le couple, monsieur à l'opérationnel, madame plutôt à la comptabilité, à l'administratif. C'est
c'est vrai qu'aussi l'immobilier c'est quand même un milieu qui est assez masculin et où typiquement quand il faut parler à un agent immobilier, à un artisan, c'est plus facile quand c'est le mec qui s'en occupe, hein, très clairement. C'est assez cliché, mais bon, on va dire que ce secteur fonctionne vraiment comme ça aujourd'hui. Et du coup, moi je m'occupe de justement tout ce qui est gestion. Donc j'aime beaucoup faire la recherche de biens immobiliers et en plus, au bout d'un moment vous constituez un petit réseau, donc le réseau vous appelle, etc. Donc aujourd'hui c'est un peu comme ça qu'on va dire que je source les biens. J'aime bien les visiter. On va dire que j'ai quand même fait pas mal de visites quand même maintenant aujourd'hui, donc j'arrive même à savoir en amont si c'est bon d'aller visiter ou pas, et au moment de la visite à savoir exactement ce qu'il faut regarder. Et après de gérer l'équipe d'artisans sur la partie travaux. Toi tu m'aides plutôt sur la partie administrative. Ouais. C'est vrai que moi du coup je gère plutôt tout ce qui est l'administratif, voilà, dès qu'il faut faire des papiers, des machins, c'est moi qui fais. Après j'assiste pas mal Julien dans les visites parce que comme on le disait dans l'épisode sur l'immobilier, deux paires de yeux en vaut mieux qu'une. Exactement. Du coup je peux regarder ce que lui ne voit pas, ou voilà. Généralement dans les relations dans l'immobilier, c'est lui qui gère l'agent immobilier, le locataire, etc. Du coup, quand il est pris en visite à poser des questions, etc., généralement, je prends les photos, je regarde, voilà, je gère ce genre de choses. Ça, c'est un petit conseil, effectivement, quand vous êtes deux et que vous investissez. Enfin, à l'époque, je vous avais dit de toujours aller à deux à une visite, même si vous y allez qu'avec un ami. Mais encore une fois, c'est vrai que là où la répartition des tâches se fait, c'est que moi, on va dire, j'habitue que mon métier de faire parler les agents immobiliers, les clients, etc. Donc, je monopolise l'agent immobilier ou le vendeur pour essayer d'avoir le maximum d'infos. Et toi, tu prends les photos, tu analyses l'immeuble, tu essaies de regarder peut-être de manière un peu plus précise dans les coins, les traces d'humidité, enfin, ce qu'on recherche quand on fait une visite pour savoir si le bien est sain. Et c'est vrai qu'après, sur la gestion des locataires, on se la partage quand même. C'est vrai que tu donnes quand même un coup de main là-dessus. En fait, j'ai les locataires faciles, on va dire. C'est-à-dire que quand les échanges sont cordiaux, c'est avec moi que ça se passe. Et dès qu'il faut se fâcher un peu, c'est directement Julien qui prend le relais. Ouais, quand ça se tend, c'est moi qui m'en occupe. J'ai cette casquette-là. C'est vrai que c'est toujours quand vous êtes deux dans un projet, c'est la technique gentil flic, mauvais flic. Elle, c'est le gentil flic et moi, je suis le mauvais flic. Comme ça au moins, c'est fait et ça aide. Parce qu'en fonction des interlocuteurs, l'un ou l'autre va parfois mieux marcher. Et c'est vrai qu'on gère comme ça. Après, on va dire que tout ce qui est financement bancaire, forcément, c'est moi qui m'en occupe parce que bon, c'est un peu mon métier aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je sais très bien comment on monte un dossier de crédit, donc c'est vrai que ça, pour le coup, je m'en occupe. Mais par contre, tu vas me donner vraiment un coup de main sur les trucs qui prennent du temps, les rédactions de mails, les papiers. Enfin, en fait, je teste les biens sur le bon coin. C'est ça, les annonces tests. Tu t'occupes aussi vraiment de ce que je pense, je déteste le plus dans l'immobilier, c'est tout ce qui est permis de construire, déclaration préalable de travaux, échange avec les mairies. Ça, vraiment, ça a le don de me rendre fou. On vit dans un pays où il y a trop de règles et où on vous fait remplir un papier pour modifier l'ouverture d'une fenêtre. Enfin bon, bref, des trucs, des fois on se demande vraiment pourquoi on le fait. Et ça, pour le coup, c'est toi qui t'en occupes parce que ça prend pas mal de temps, faut être concentré. Et bon, c'est vrai que moi en plus, j'aime pas du tout ça. Mais bon, encore merci à toi de t'en occuper. Tu recommanderais quoi à quelqu'un qui a un partenaire de vie ça n'intéresse pas du tout de faire de l'immobilier, on comprend pas, etc. Tu dirais quoi tu donnerais quoi comme conseil du coup? Moi, je donnerais le conseil de surtout ne pas presser la personne. Dans tous les cas, vous avez jamais rien de quelqu'un quand vous le pressez. Il faut plutôt je pense qu'il faut la laisser réfléchir et lui apporter les preuves. Enfin, moi, j'ai pas eu besoin de faire ça avec toi parce que t'as très vite compris, on a toujours été alignés là-dessus. Mais on va dire, par exemple, avec d'autres membres de mon entourage, j'avais essayé d'en parler un peu, d'expliquer les projets que j'avais, ce que je voulais faire. Quand j'ai été, on va dire, mal reçu sur ce sujet-là, c'est simple, j'ai arrêté d'en parler. J'ai attendu que les résultats se profilent à l'horizon, et quand il y a les résultats, j'ai amené les résultats de manière naturelle. Et bizarrement, quand les résultats sont là, toutes les personnes qui pouvaient avoir des craintes, des réserves, forcément, elles réagissent de manière différente. Donc, je pense que dans le cas où justement vous êtes en couple avec une personne qui n'est pas très intéressée par ça, alors il y a le cas où simplement ça ne l'intéresse pas, mais elle vous encourage parce que voilà, elle tient à vous, elle vous dit bon mais vas-y fais ce que t'aimes, y a pas de souci, moi je m'en fous, je te soutiens. Donc là, écoutez, laissez comme ça, peut-être qu'à un moment donné ça l'intéressera un peu plus, peut-être qu'à un moment donné elle voudra vous donner un coup de main, elle aussi quand elle verra ou lui aussi quand il verra les résultats. Maintenant, si la personne commence à vous dire non, tu ne devrais pas faire ça, etc. Là vous avez que deux choix, hein.
c'est soit revoir peut-être vos projets avec cette personne-là, ou alors l'accepter, éviter le sujet autant que possible et revenir sur la technique que j'ai proposée, d'amener les résultats quand ils seront là. Et normalement, en principe, quand quelqu'un voit les résultats sur quelque chose, il peut difficilement vous dire que ça marche pas quand vous lui montrez les zéros sur le compte en banque à la fin du mois. Tiens, j'avais une question comme ça de quelqu'un qui nous a posé en DM. Est-ce qu'il vaut mieux investir avec un membre de sa famille ou avec son conjoint ? Moi, je vous dirais d'investir avec votre conjoint. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que c'est la personne quand même qui partage votre vie et normalement, c'est censé être avec cette personne-là que c'est le plus simple parce qu'en fait, vous avez les mêmes projets de vie. Si vous voulez une maison, si vous voulez un appartement, si vous voulez voyager, si vous voulez transmettre un patrimoine à vos enfants, en toute logique, ça sera toujours avec votre partenaire de vie que vous aurez le meilleur alignement des planètes et des intérêts. Également un membre de la famille, alors bon quand c'est un frère, une sœur, vous avez le même âge donc ça peut se faire aussi, ouais. Mais si c'est avec un parent, peut se poser un petit peu la question de la perspective parce que bon là vous avez 20, 25, 30 ans, vous dites j'investis maintenant, dans tous les cas même en me mettant pas trop la pression et en étant patient, quoi qu'il arrive dans 20 ans j'aurai vraiment des gros bénéfices, à minima le remboursement des prêts si vous gardez bien jusque là, le remboursement des prêts etc. Si vous investissez maintenant avec votre parent qui a peut-être 55, 60, 65 ans, qui est plutôt dans un projet retraite, boomer. Voilà, justement, comme le dit Marie, qui est un boomer, donc qui voit les choses un peu différemment, vous pouvez être un petit peu désaligné sur le calendrier, sur les projets, sur le rythme. Alors il peut y avoir les deux cas, soit vous tombez sur la personne de votre famille qui va aller très vite parce qu'elle est à la retraite dans 5 ans et qu'elle se stresse parce qu'elle a fait sa simulation sur retraite.gouv et qu'elle s'est rendu compte qu'elle allait avoir 1000 balles de l'État. Mais bon, ça peut être le cas le plus positif où elle va vous tirer dans l'autre sens. Mais bon, elle va peut-être demander à faire des prêts plus courts, vous allez vous retrouver emprunté sur 10 ou 15 ans parce que cette personne-là, elle veut que ça soit remboursé pour sa retraite, alors qu'en toute logique, il faut que vous empruntiez sur 20 ans pour pouvoir avoir le plus gros effet de levier possible. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui font que investir avec quelqu'un qui a pas le même âge que vous, pas les mêmes objectifs, même si c'est un parent, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après, bon, forcément, si c'est un de vos parents, en principe, ça va bien se passer. Il y a peut-être juste le cas où vous avez des frères et sœurs, où là, ça peut compliquer des histoires de succession, mais bon, c'est casuistique et si vous avez des problèmes de succession, ça veut quand même dire que vous avez généré du cash sur vos opérations, donc que finalement, il y a quand même du positif. Après, rien ne vous empêche aussi, on l'avait expliqué sur la SCI à l'IS, dans l'épisode sur la SCI à l'IS, rien n'empêche d'investir tout seul aussi, si vraiment vous trouvez personne. Moi, je trouve que c'est plus facile à deux, parents ou conjoints, je pense que c'est plus facile à deux, on partage les problèmes, on partage la charge mentale, on partage les tâches, mais voilà, rien ne vous empêche de mettre 1% ou une part dans une SCI avec quelqu'un plutôt de confiance et vous gardez le reste et vous gérez tout seul. Oui, tout à fait. Soit vous investissez tout seul en nom propre, soit dans une SCI, comme le dit Marie, et comme on l'avait dit dans l'épisode d'avant sur les dédiés aux SCI, de mettre juste un membre de votre famille avec 0,1% des parts. Peut-être la différence, c'est peut-être le résultat que vous allez en attendre, les objectifs que vous allez vous fixer qui vont forcément être plus hauts quand vous serez à deux que quand vous serez tout seul, parce qu'on peut se dire, je sais pas moi, imaginez vous êtes célibataire, vous vivez tout seul, vous n'avez pas d'enfant, vous peut-être vous dire que voilà, quand vous générez 3000 € par mois de revenus complémentaires, ça vous suffit pour vivre peinard les 10 prochaines années et que vous n'avez pas besoin de plus. Maintenant, forcément, quand vous êtes deux, même si toutes les charges ne sont pas doublées parce que vous partagez le même foyer, le même logement, mais forcément, il y a plus de dépenses de vacances, il y a plus de sorties, donc vous allez revoir à la hausse vos objectifs de revenus complémentaires, et peut-être qu'à deux, si vous visiez 3000 tout seul, ça sera peut-être 4500, 5000 à deux, donc ça prendra entre guillemets un peu plus de temps parce que vous devrez faire plus d'opérations, mais vous, encore une fois, elles seront plus faciles parce que vous l'aurez fait à deux, qu'en plus je pense que ça renforce également une vie de couple en créant finalement une activité commune, parce que très clairement l'immobilier, quand vous commencez à y consacrer 1 heure par jour, c'est une activité annexe. Et le fait de partager ça avec votre conjoint, ça vous fait en plus un partage de plus, des choses à se raconter, des objectifs communs, et aussi les inconvénients que des fois vous pouvez avoir l'impression de parler boulot tout le temps, alors même que vous parlez même pas de votre travail du quotidien, mais juste de vos problèmes d'investissement. Après, heureusement, il n'y a pas des problèmes tout le temps. Des fois, nos textos sur une journée, c'est genre que des problèmes pour les gens. Ouais, c'est ça, c'est des fois on échange des textos dans la journée, c'est envoyer un mail à telle personne, répondre à un papier,
relancer machin. Voilà, on vient de prendre un recommandé de je ne sais où parce que il y a une mairie qui s'est demandé ce qu'on avait fait, je sais pas quoi. Enfin bref, la routine. On va parler un petit peu fiscalité du coup. Selon toi, quel est le meilleur régime fiscal ou quelle est la meilleure forme sous laquelle investir quand on est en couple? Alors, je dirais que il n'y a pas vraiment une forme de régime fiscal à prendre quand on est en couple, ça va plutôt dépendre de votre stratégie. Est-ce que vous êtes sur une stratégie d'acquérir des biens, par exemple en LMNP, ou auquel cas, si vous êtes en couple, vous pouvez être en indivision, ça ne change rien sur votre fiscalité, que vous soyez tout seul ou à deux. Mais c'est vrai que si justement vous voulez utiliser l'ASCIS comme le cheat code fiscal qui vous permet de vraiment faire beaucoup d'opérations avec une fiscalité la plus avantageuse et surtout l'avantage, comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, de l'effet boule de neige des intérêts composés, l'ASCI à 2 c'est un très bon moyen. Après, moi je vous recommande de toujours faire les choses de manière équilibrée et que quand vous investissez avec votre partenaire de vie, vous faites 50-50 sur la SCI. Moi, c'est ce qui me paraît cohérent. Nous, c'est ce qu'on a fait sur nos SCI. Alors, il y en a qui vous diront qu'il faut jamais avoir deux associés de SCI qui ont 50% chacun, parce qu'après, ça complique la gestion. Oui et non, parce que si la personne elle a 49%, quoi qu'il arrive, si jamais à un moment donné ça va mal et que vous devez divorcer, elle pourra quand même vous emmerder énormément. Et honnêtement, si vous faites toujours les choses de manière intelligente, même si un jour il doit y avoir un pépin dans votre couple, la personne elle va pas commencer à gâcher tout ce que vous avez construit ensemble, alors même que ça lui profite à elle aussi en termes financiers. Ça, c'est la question qu'on nous avait posée dès qu'on a commencé à dire qu'on voulait investir ensemble. Qu'est-ce que vous faites si vous vous séparez? Ouais, ça, c'est vrai que cette question. C'est la grande peur, par exemple, de nos parents, en vrai. Oui. Surtout nos parents. Oui. Après, ça, des fois, j'ai du mal parce que tu vois, j'en parle des fois autour de nous. J'arrive pas à savoir si c'est générationnel ou si c'est uniquement des questions d'état d'esprit. Mais c'est vrai que nos parents nous ont toujours dit oui, fais attention, le divorce, la séparation, parce qu'il y en a eu énormément dans leur génération et qu'en plus sont souvent mal passés. Et c'est vrai que moi j'ai jamais eu cette manière-là de fonctionner parce que je me dis ça sert à rien de commencer après. Enfin, c'est comme si à chaque fois que vous preniez la voiture, vous disiez attention, je peux avoir un accident. Bah ouais, je sais pas, rien, quoi. Ouais, à ce moment-là, prenez pas la voiture, quoi. Donc là, c'est un peu pareil. Vous dites pas, faut pas que j'investisse en couple parce que si un jour si on divorce dans 10 ou 20 ans, on aura des problèmes et ça sera chiant à gérer et ça coûtera de l'argent. Bah oui, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. Vous empêchez pas de vivre pour des craintes pareilles. Et si vous avez bien choisi la personne avec qui vous partagez votre vie, normalement ça se passera bien. Et si même un jour chacun doit reprendre sa route, on commencera pas à faire comme dans les émissions de télé où les mecs ils commencent à casser les biens immobiliers, à démonter la voiture, la tronçonneuse juste pour emmerder l'autre. Non, mais à un moment donné, je pense que la vie, c'est quand vous êtes quelqu'un de cohérent, ça se passe pas comme ça, quoi. Puis voilà, du coup, si vous vous séparez, et ben, vous revendez et vous allez toucher de l'argent. Exactement. Beaucoup d'argent, généralement, si vous avez bien fait les choses. Et voilà, les deux sont gagnants. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait d'être quand même impartial et équitable, en fait, dans les parts de société. Qu'il n'y en ait pas un qui se sente lésé ou ce genre de choses. Oui, tout à fait. Nous, il n'y a jamais eu d'hésitation quand on a décidé de créer la SCI, c'était 50-50 et voilà quoi. Comme si on achète un bien immobilier ensemble, notre résidence principale, c'est 50-50 aussi. Enfin, ça paraît cohérent, alors même que pourtant aujourd'hui on n'est pas mariés. Non. Tiens, d'ailleurs, ça nous fait la suite du sujet, de savoir un petit peu quels sont les régimes juridiques. Ouais. Les matrimoniaux. Et matrimoniaux quand on investit, d'être célibataire, pacsé ou marié. Mais du coup, tu peux nous faire un petit point rapide sur les régimes matrimoniaux. Est-ce que ça change pour le couple? Oui. Alors, quand vous allez investir en étant simplement concubin, là c'est peut-être le cas où il faut étudier quand même la chose quand vous allez faire des acquisitions. Là je vous recommanderais, si vous êtes concubin, vous cherchez pas à comprendre, direct SCI, parce que la SCI va vous permettre d'avoir un véhicule commun pour réaliser vos opérations avec justement les statuts de la SCI qui vont bien répartir les choses et clarifier la situation. Alors que si vous êtes concubin et que par exemple vous achetez un bien immobilier, vous allez sur le régime de l'indivision, mais le problème c'est que vous avez deux déclarations fiscales chacun, et ça complique les choses parce que l'administration française aime compliquer les choses et n'aime pas les indivisions, et vous allez vous retrouver avec des déclarations complémentaires à faire. Si vous voulez faire du location meublée non professionnelle
en indivision, ne le faites pas parce que c'est en fait vous perdez certains avantages du régime si vous étiez seul, et en plus vous devez faire une autre immatriculation pour immatriculer l'indivision, enfin c'est une galère sans nom. Donc si vous êtes simplement chacun concubin, pas pacsé, pas marié, vous cherchez pas, vous allez en SCI direct. Sachant également qu'en plus au moment du décès, forcément vous avez aucune protection de l'un ou de l'autre. Exactement. Ensuite il y a le deuxième cas qui est notre situation aujourd'hui, c'est-à-dire être pacsé. C'est déjà une première étape. Je trouve déjà l'avantage du PACS, il faut le dire, c'est une seule déclaration d'impôt. C'est moi qui m'en charge chez nous. Ouais, ça fait partie comptabilité, déclaration d'impôt. Moi aussi, ça fait partie des trucs que je veux pas toucher, franchement, la déclaration d'impôt. Pourtant, j'assiste certains clients dans la déclaration de la leur. Mais alors la mienne, vraiment, ça me saoule. J'ai compris, au bout de quelques années. Non, le PACS, en vrai, ça peut être bien. Déjà, ça simplifie beaucoup de choses. Et là où nous, on devrait peut-être être un peu plus malin que ça, c'est faire un PACS avec testament. Oui, tout à fait. C'est l'avantage du PACS, donc comme on le disait, c'est une seule déclaration d'impôt. Donc là, quand vous achetez un bien que vous êtes en indivision, c'est moins gênant. En tout cas, pour ce qui est déclaration de revenus, régimes fiscaux, ça va revenir exactement comme si vous étiez en nom propre. Et là où par contre, il faut commencer à être vigilant, c'est que en l'absence de testament, quand vous êtes pacsé, votre partenaire de vie, si jamais vous arrive quelque chose et que vous décédez, il n'a strictement droit à rien. C'est pour ça qu'il faut absolument faire un testament. Et l'avantage du testament en plus, c'est que si vous désignez votre partenaire de vie comme légataire universel, il ne paye aucun droit de succession. Ça a été aligné en 2007 avec le mariage. Donc c'est très important de faire ce testament pour vraiment protéger votre conjoint, particulièrement quand vous n'avez pas d'enfants, parce que si vous n'avez pas d'enfants, ça veut dire que c'est les parents de votre, enfin c'est vos parents et ceux de votre partenaire qui seront les héritiers, et leurs frères et sœurs en collatéraux. Et si vous avez des enfants, en théorie ça revient aux enfants, mais c'est quand même mieux de faire un testament, parce que ça permet pour le coup de pouvoir prévoir des clauses par exemple d'usufruit ou d'une partie en pleine propriété. Enfin à ce moment-là on revient dans les régimes plus classiques du mariage. Je me permets de rebondir du coup sur une question aussi qu'on nous avait posée. Attends, je la ressors. Voilà, si un des deux meurt, comment on fait en sorte que sa part nous revienne quand on n'est pas marié ? Parce que du coup, ça rentre dans le cadre du PACS. Justement, on vient d'y répondre par le testament, tout simplement. Il n'y a pas d'autre outil. Si vous n'êtes pas marié, il faudra passer par un testament. Et en SCI, du coup ? Et en SCI, il faudrait également faire un testament et prévoir les parts de la SCI dans le testament. Après, dans la SCI, vous pouvez mettre des clauses d'agrément. Attention, vous pouvez pas mettre que les parts de la personne décédée vous reviennent, parce que quoi qu'il arrive, en fait, la valeur de ces parts est due aux héritiers, pardon. Mais par contre, vous pouvez prévoir une clause comme quoi, en gros, les héritiers sont obligés de vous vendre les parts pour récupérer l'intégralité des parts de la SCI. Ça, c'est faisable. Et du coup, le dernier cas, c'est celui où vous êtes marié. Alors là, il y a différents régimes de mariage. Le classique, celui où quand vous ne faites pas de contrat, c'est la communauté légale réduite aux acquêts. Donc ce régime-là, je trouve que c'est un régime qui est plutôt équilibré. C'est-à-dire qu'en théorie, en cas de divorce, vous faites 50-50 sur les biens communs. Et pour le coup, même en l'absence de testament, quand vous êtes marié, votre conjoint rentre dans la liste des héritiers. Alors attention, si vous avez des enfants, il n'est pas considéré comme un héritier, il l'est uniquement dans le cas où vous n'avez pas d'enfants. C'est pour ça que si vous avez des enfants, c'est bien de faire soit ce qu'on appelle une donation dernier vivant ou un testament, ce qui revient à peu près au même. C'est-à-dire que la donation dernier vivant, simplement les deux conjoints qui se font chacun des donations mutuelles, et de toujours faire attention de toute façon à pas léser vos enfants. Donc la plupart du temps, ça va simplement être que vous allez par exemple lui donner une part en pleine propriété et les 3/4 en usufruit. La plupart du temps, c'est comme ça que ça va marcher. Dans tous les cas, si vous devez faire que ce soit un testament ou une donation, renseignez-vous auprès d'un notaire ou auprès de votre conseil qui pourra vous éclairer là-dessus. Et honnêtement, ça coûte pas très cher. Je crois que l'enregistrement d'un testament, c'est 150 balles, quelque chose comme ça. Donc bon, ça vaut quand même le coup de le faire, et comme ça au moins vous êtes tranquille et vous avez prévu le pire. Tu penses que c'est bien de faire des testaments par exemple pour nous qui sommes jeunes ou quoi Oui. Ou c'est que pour les vieux ? Non, je pense que c'est important de le faire quand vous êtes jeune, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un drame, y compris un accident de voiture, y compris une maladie. Il peut y avoir beaucoup de choses, même quand on est jeune. Après, c'est vrai qu'en général, c'est plutôt les personnes plus âgées, quand ils commencent à être retraités, à se dire que après la retraite, malheureusement, la dernière étape, ce sera le décès. C'est un peu plus là qu'ils commencent à y penser, mais je pense que même quand on a 25-30 ans, à partir du moment où on commence à partager une vie commune, à avoir un patrimoine commun, à avoir partagé une vie, parfois à avoir les premiers enfants en bas âge, je pense que c'est important de le faire. Okay. Et pour la séparation, du coup, parce que moi je connais plein de gens qui vraiment,
Leur régime de prédilection, du coup, c'est la séparation des biens. Du coup, dans le contrat de mariage, ouais, oui. Parce que du coup, on a parlé de la communauté, mais... Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se marient en séparation des biens. Alors, l'avantage de la séparation des biens, c'est que quoi qu'il arrive, dans tout le temps du mariage, chacun garde un patrimoine distinct et vous n'avez pas de patrimoine commun au sein dans le couple. Donc, au moins, au moment où vous vous séparez, c'est très simple, c'est que chacun récupère finalement ses biens et en fait, on sait déjà à l'avance à qui appartient quoi. Ça n'empêche pas d'être en indivision, ça veut juste seulement dire que si vous êtes en indivision, en fait, dans votre patrimoine, vous avez la part des biens en indivision, donc la plupart du temps 50-50 chacun, sauf si vous avez fait différemment au moment de l'acte notarié de l'acquisition. Et honnêtement, je pense que c'est surtout intéressant pour les professions à risque. Enfin, je peux vous donner quelques exemples. Moi, en tout cas, c'est comme ça qu'on me l'avait présenté à l'époque, j'avais fait du droit patrimonial et ça me paraissait plutôt logique. C'est surtout les professions où il y a un risque financier qui est associé à la profession. Alors on peut penser à le chef d'entreprise qui peut faire faillite avec sa boîte, on peut penser à quelqu'un qui a un peu de patrimoine, qui crée une start-up, sa compagne a un patrimoine aussi, il commence à avoir un patrimoine commun, là ça peut vraiment valoir le coup de se marier en séparation des biens pour pas risquer, on va dire, l'intégralité des biens du couple. C'est le cas aussi plus classiquement souvent pour les pharmaciens, les professions libérales, mais bon, même si par exemple c'est souvent les avocats qui se marient en séparation des biens, faudrait expliquer comment un avocat peut faire faillite. Parce que bon, il vend son conseil, je vois pas très bien où il peut perdre de l'argent, mais bon, bref, souvent les professions libérales qui le font, et après, parfois dans des familles où il y a des gros héritages, même si en théorie, de toute façon, les héritages sont des biens propres, normalement ça vous revient, sauf si vous les vendez et que vous n'avez pas fait de clause de réemploi, donc ça c'est vrai que faut y penser. Donc c'est vrai que la séparation des biens, sauf s'il y a une raison professionnelle de protection du couple, c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Il y a un dernier régime peut-être qui est, il y a d'autres régimes, je vais pas tous vous les présenter parce qu'il y en a qui sont pas très intéressants, mais peut-être un régime qui est intéressant à citer, c'est le régime de la participation zaké. Donc en fait, c'est simplement un régime où pendant la durée du mariage, vous êtes en séparation des biens et au moment de la séparation, s'il y a séparation, vous êtes sous le régime de la communauté légale, c'est-à-dire que le régime de la participation zaké, ça veut simplement dire que pendant la vie du mariage, chacun a son patrimoine distinct. Au moment du divorce ou de la séparation, on regarde le patrimoine de chacun et celui qui s'est le plus enrichi donne une partie à l'autre. Ça permet de rééquilibrer au moment du divorce. Ça notamment quand vous êtes marié en séparation de biens pour protéger justement les biens du conjoint d'éventuels créanciers par rapport à vos activités. Le régime de la participation zaké, c'est assez sain je trouve parce que si un jour il y a divorce, vous donnez sa juste part à votre partenaire de vie. Tu dirais du coup que c'est plus facile ou plus difficile d'investir en couple ? Je dirais que c'est plus facile d'investir en couple. Moi vraiment je le recommande si vous avez l'opportunité de le faire. Commencez pas à vous dire je suis en couple, si j'avais été célibataire ça serait plus simple, ou alors je vais investir en couple mais dans mon coin, etc. Enfin encore une fois chacun décide de sa vie et chacun est dans ses cas particuliers, mais si vous partagez votre vie avec quelqu'un et que cette personne veut participer à vos investissements, mais en fait c'est banco, en fait c'est le meilleur cas. Je pense que quand vous êtes en couple avec quelqu'un, il y a trois cas. Il y a le cas où la personne veut investir avec vous, ça c'est le meilleur des scénarios parce que vous irez plus loin à deux. Il y a le cas où elle vous pousse mais elle veut pas participer parce que peut-être que c'est pas le moment pour elle ou que ça vraiment il y a des gens que ça n'intéresse pas l'investissement, on peut tout à fait, ça se conçoit tout à fait. Et il y a le dernier cas où la personne justement ne veut pas investir et vous dit de ne pas le faire. Alors celui-là c'est le cas un peu particulier et là c'est à vous de prendre vos décisions. C'est à vous de prendre vos décisions, vous êtes seul maître à bord. Bon, on commence à arriver petit à petit vers la fin de cet épisode Investir en couple. J'espère qu'il vous a plu. On a plutôt que traité les questions à la fin, on les a fait au fil parce que vraiment comme elles concernaient vraiment l'épisode en lui-même, c'était plus simple et ça nous paraissait peut-être plus sympa que de revenir sur des questions à la fin, sur des choses qu'on avait peut-être déjà traitées. En tout cas, n'oubliez pas, comme chaque semaine, de nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes. Alors, on est très content, là on arrive très proche du 10e épisode, on y arrive petit à petit, on a dépassé à peu près les 400 écoutes en cumulé sur toutes les plateformes, donc on est quand même très content du mois de juillet qu'on a fait. On voit qu'en août là ça se calme un petit peu, mais bon, forcément on écoute un peu moins, voilà, c'est les gens sont en vacances, même nous, certains podcasts qu'on écoutait, on les écoute moins. Il y a même certains créateurs de contenu qui se mettent en vacances et qui produisent moins, donc c'est vrai que la période s'y prête un petit peu moins. Donc bon, n'hésitez pas en tout cas, même si on est en septembre au moment où vous écoutez cet épisode,
épisode, à nous mettre 5 étoiles, quoi qu'il arrive, ça nous aidera, et à nous suivre sur les différentes plateformes, Instagram, TikTok et LinkedIn. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous souhaite une très agréable journée, et je vous dis à bientôt, ciao.